Mon rapport au corps, il est douloureux, mais pas si pire, comme dirait ma prof de philo. Pas si pire. Ouais, c'est-à-dire qu'il a été bien pire. Là, je pense que je suis sur une phase qui monte, tu vois. Je pense que hyper tôt, j'ai eu des questionnements identitaires. C'est-à-dire que, alors j'ai su très tôt que j'étais homo. C'était un truc, je pense, peut-être à 10 ans, je savais que j'aimais les filles et pas les garçons. Seulement quand t'es à la campagne, dans le fin fond du trou du cul du monde, que c'est avant le débat mariage pour tous, que t'as aucune représentation homosexuelle autour de toi, être homosexuel, c'est un vaste concept, tu sais pas trop ce que ça veut dire et tu te l'appropries pas. Enfin, moi, c'était comme ça dans ma tête. Et du coup, dans ma tête d'enfant parasonnel, je me disais que c'était pas logique et que du coup, ça voulait dire que j'étais un garçon. Donc pendant hyper longtemps, je me suis dit, si t'aimes les filles, c'est que t'es un garçon. Quatrième, ma sœur me dit, je pense que t'es homo. Donc du coup, on en parle vachement. Elle m'explique qu'elle a des potes homo, que ça existe, que c'est pas juste un vaste concept lointain que je ne connaîtrai jamais. Et donc je me dis, donc ça veut dire que je suis une fille et que... Parce qu'en fait, je me suis jamais sentie garçon, je me disais juste que c'était pas logique. Et donc, j'ai un peu plus accepté que j'étais une meuf et que c'était normal que du coup j'ai des seins, des hanches et des cuisses et voilà, parce que finalement je suis une meuf. Moi j'avais fait tout un processus très rapide, c'est-à-dire que très vite du coup j'ai assumé que j'étais homosexuelle, je l'ai dit à mes parents, je l'ai dit, mes parents ils l'ont su, j'étais au collège encore quoi. Je suis dans une famille hyper ouverte où il n'y a pas de soucis, où on me dit bah t'es homo, bah oui on sait. Ah bon? Ok, donc j'étais la seule à pas le savoir, c'est fou ça! Et arrivé au lycée, on commence donc à s'en prendre plein notre gueule parce qu'on est homo. Et donc là, je me dis, ok, donc en fait, tout le monde n'est pas si ouvert que ma famille, que le milieu dans lequel j'évolue, etc. Et pour plein de gens, je suis quelqu'un d'horrible. L'adolescence, c'est quand même une période bien horrible où déjà, t'as du mal, toi, à t'accepter, à devoir changer, etc. Mais quand en plus la moitié de la population, bon j'exagère en disant la moitié, mais je suis pas très loin non plus, va manifester contre toi, ça m'a fait pas trop m'aimer à ce moment-là. Je pense que j'avais pas encore le recul de me dire c'est pas grave. Du coup j'étais juste mal, Puis quand tu vas pas bien, souvent tu vas pas bien de partout quoi. C'est-à-dire que soudainement tu te sens conne, moche, nulle, que tu sers à rien, etc. Donc mon lycée ça a été ça. Alors que le collège ça a été un peu... J'étais sur un questionnement identitaire, mais ça n'a pas été un moment hyper douloureux non plus. Ça a plutôt été mon lycée, du coup, qui a été douloureux. Dans les trucs un peu merdiques, j'atténue bien ce que je dis, qui me sont arrivés pendant mon lycée. En première, j'ai été violée par un garçon. Donc je pense que je ne dis rien de difficile à comprendre quand je dis qu'après un viol, forcément, ton rapport au corps, il est complètement altéré. Donc ça m'est arrivé en 2012. De 2012 à mai 2014, personne ne l'a su. Pas ma famille, pas mes profs, parce que c'est arrivé au lycée. Pas mes amis, personne. J'étais en internat, ça m'est arrivé, je suis rentrée en internat, alors j'ai chialé ma race, j'ai appelé ma mère en pleurant en disant je suis fatiguée. Mais à aucun moment je l'ai dit quoi. Donc j'ai mis 2 ans avant de le dire, un peu plus de 2 ans. En fait c'est un peu une double peine, c'est-à-dire que tu viens de te faire violer, donc on a considéré que ton consentement, ton corps, etc. valait moins que la puissance soudaine d'un type un peu paumé. Et ensuite, tu ne dis rien, donc tu estimes que... Enfin, c'est un peu faire le jeu des violeurs finalement de rien dire. Alors c'est pas rationnel et sur le coup, t'as mille et une raisons de pas en parler, mais qui sont des mauvaises raisons. C'est-à-dire, t'as honte, t'as peur de faire du mal aux gens autour de toi. Enfin, en fait, c'est débile parce que tu devrais pouvoir te dire je vaux un peu et du coup, je peux en parler parce qu'en fait... la victime c'est moi et c'est moi qu'il faut aider et j'ai pas à me flageller encore plus quoi. La première fois que j'en ai parlé, donc en mai 2014, je me suis dit bon bah j'ai commencé à en parler, vas-y je fais le tour de mes proches et je le dis quoi. Ça a été hyper douloureux de devoir en parler. J'avais l'impression de leur faire un truc horrible de leur raconter ça. Alors je pense que quand je leur ai raconté, ils ont compris vachement de choses parce que du coup ma dernière année de lycée, j'ai été en dépression en fait, toute mon année. Donc je pense qu'ils ont été à la fois soulagée de pouvoir comprendre ce qui m'est arrivé et à la fois dans une colère, et je pense même colère contre eux parce que ma mère elle me l'a dit, elle m'a dit mais je comprends pas comment on n'a pas pu se rendre compte que c'était ça quoi. Enfin, alors qu'en fait c'est pas possible de se rendre compte si on fait en sorte que les gens ne le sachent pas. Voilà. Il m'est arrivé ça pendant peut-être 2 mois, j'ai fait comme si j'ai genre obstrué ça de ma tête et j'ai vécu comme si dans un été.
Et après, j'ai eu une énorme descente aux enfers. Et toute ma terminale, ça a été... vivre dans mon corps, c'était un truc intolérable. C'était le matin, je me regardais... et c'est un truc qui m'est resté souvent. Et mon ex, elle me le disait souvent. Pour parler de moi, j'utilisais des qualificatifs. Par exemple, je dis hyper souvent, je suis dégueulasse. C'est hyper fort comme... et je le dis pas comme quelqu'un peut dire, oh, aujourd'hui j'ai un peu une tête de cul. C'est vraiment... ah, je suis dégueulasse, quoi. Lassée, tu vois. Bon, je dormais pas, je mangeais peu. J'étais avec 2 amies avec qui aujourd'hui j'ai beaucoup de tendresse, mais quand je pense à notre relation, je me dis que c'était pas du tout celle qu'il me fallait à cette époque. C'est-à-dire qu'on allait toutes les 3 pas bien pour 15 millions de raisons. Et on s'est toutes les 3 tirées vers le bas au lieu de se tirer vers le haut en se disant on peut s'en sortir, quoi. Quand j'en ai parlé, il y a eu des modifications dans ma vie. Il y a eu un poids qui s'est enlevé parce qu'après plus de 2 ans de silence, quand tu le dis enfin, ça a fait du bien, quoi. Il y a des périodes où ça va hyper bien, où je me dis, il y a même des matins où je me regarde dans un miroir et je me dis putain aujourd'hui ça va, t'es pas mal, t'es bien habillée et tout. Et après il y a des périodes où c'est à nouveau un enfer, quoi. Mais c'est vraiment par vague. C'est pour ça que je pense que ça va me rester, peut-être pas toute ma vie, mais longtemps, quoi. Là, je suis en démarche en ce moment pour porter plainte. Je pense que ça va être un processus long, etc. Je me sens pas de faire toutes les démarches toute seule, donc je veux passer par une association qui du coup t'encadre et psychologiquement et juridiquement. Là pour l'instant on a juste fait des recherches pour retrouver son nom de famille, etc. parce que je ne les connaissais pas, donc maintenant je les ai. En gros le processus est hyper long, c'est-à-dire que tu passes devant les flics qui te posent 15 millions de questions et tu dois raconter en détail ce qui t'est arrivé, ce que je n'ai encore jamais fait, c'est-à-dire que c'est différent de dire j'ai été violée et de dire il s'est passé ça, ça, ça. Donc ce sera une étape que je ferai pas tout de suite, mais je le ferai un jour, je pense. Et normalement t'es aussi vu par un psy. Surtout si t'as pas de preuves médicales, puisque moi je suis pas allée à l'hôpital une fois que ça m'est arrivé, puisque je ne l'ai pas dit. T'es censé voir un psy qui essaye de voir si tu dis la vérité ou pas. Donc c'est aussi un peu une nouvelle peine, quoi. C'est-à-dire que encore à ce moment-là, on te remet en question, quoi. Et c'est quand même le seul crime où on remet en cause la victime, quoi. C'est-à-dire que tu te fais cambrioler, à aucun moment on va te dire ouais, mais est-ce que ouais, t'as laissé quand même la clé dans une boîte aux lettres, tu vois. On te fera pas chier pour un cambriolage. Par contre, pour un viol, on va remettre ta parole en question et t'interroger. Quand j'ai rencontré la fille avec qui je suis restée pendant 3 ans et avec qui je me suis séparée il y a pas longtemps, je me suis dit qu'il fallait... En fait, parlons cul. J'ai énormément de blocage sexuel, je pense, qui découle de ça. Et quand j'ai rencontré la fille avec qui je suis restée 3 ans, je me suis dit que j'avais envie que ça fonctionne et que je méritais que ça fonctionne. Et du coup, je me suis dit, je vais jouer carte sur table, je vais lui dire tout de suite. Elle prend pas, mais... Et donc, je lui ai expliqué que ce qui m'était arrivé, que sexuellement, c'était pas... Voilà, qu'il fallait qu'elle soit conciliante, etc. Et ouais, en fait, j'ai voulu le dire pour ça, parce que j'avais envie d'avoir une relation qui fonctionne, quoi. On peut parler de plein de trucs, mais le viol, c'est un truc dont on parle pas, quoi. À un repas, tu vas parler de... tu t'es fait voler, y a un connard qui est rentré chez toi par effraction, etc. Mais tu parleras jamais d'un viol, tu vois. Ce qui est con, parce qu'en fait, c'est un trauma qui marque ta vie comme un autre et que tu devrais pas avoir plus honte de raconter ça que de raconter que tu t'es fait taper dessus en allant au métro par un mec qui t'a demandé 10 balles, quoi. Visionner des témoignages de filles qui en parlaient, ça a été un truc hyper libérateur pour moi. D'une, parce que je me disais, putain, je suis pas toute seule. Parce qu'en fait, tous nos symptômes après, c'est-à-dire que l'acte en lui-même, on a tous des histoires différentes, mais tout ce qui en découle après, on a tous des trucs hyper similaires, quoi. Il y avait une émission, je pense qu'elle est encore en replay, parce que je pense que ce sera en replay pendant... C'est d'utilité publique. Ça s'appelle Viol, elle se manifeste. Et c'est 6 femmes 6 ou 8, je sais pas, qui parlent de leur viol à visage découvert en parlant de ce qui s'est passé et de l'après. Et de comment elles s'en sortent aujourd'hui, parce qu'au final, on s'en sort, fort heureusement. Et ce truc-là, ça a été une révélation pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, à partir du moment où tu seras capable d'en parler, il faut que tu le fasses, quoi. Dans les jours où je m'aime vraiment pas, je me dis que je suis nulle, moche, et que personne va m'aimer dans ma vie, ce qui est faux. Parce que j'ai déjà eu des relations, et voilà, mais... mais ouais, que... C'est 15 milliards de remises en question, je me regarde, je me dis, mais il n'y a rien qui va. Ce qui est faux aussi. Je pense que, par exemple, mes copines, pour rester en couple avec moi, il faut vraiment beaucoup m'aimer parce qu'il y a des périodes où tout va bien. Et les périodes où ça va pas, je vais tellement pas bien que
interdiction de me faire des compliments et de me toucher, mais c'est pas pendant une semaine, c'est pendant 3 mois. C'est des phases. C'est plus un état constant comme ça a pu l'être pendant mon année de terminale, quoi. C'est pour ça que je pense que ça va aller de mieux en mieux. C'est ce que j'ai maintenant et que j'avais pas avant, c'est bateau, mais c'est l'espoir, tu vois. Parce que maintenant je me dis, il y a des périodes où ça va, donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça pourrait être ton état constant que ça aille. Oui, aujourd'hui je suis hyper fière de moi d'être capable d'en parler, etc. Après, je pense que ma vie aurait été tout autre si j'en avais parlé directement. Et donc je pense que les filles, voire même les garçons à qui ça arrive, il faudrait avoir le courage de le dire dès le début parce que dans tous les cas, à un moment donné, ça va sortir. Et je pense qu'il vaut mieux que ça sorte direct plutôt que ça sorte plusieurs années après et que du coup, tu as un torrent dans ta vie que tu comprends pas parce que parfois ça sort à un moment où t'as pas conscience que c'est ça qui est en train de sortir. C'est pas trop un conseil, mais je pense que c'est comme ça qu'il faudrait réagir même si c'est hyper difficile. Et que je jette pas du tout la pierre à ceux qui n'en parlent pas. Quand t'as une passion, elle t'aide quoi qu'il arrive. Oui, la musique, moi ça a été un truc hyper libérateur et j'ai dit plein de choses en musique que je ne disais pas. Parce que d'une manière générale, je suis pas quelqu'un qui parle quand je vais pas bien. Mais par contre, quand je vais pas bien, je fais de la musique comme jamais j'en fais, quoi. Toutes mes chansons, je les écris à des moments où je suis vraiment dans un état mais lamentable et ça fait vachement bien. C'est hyper important d'avoir un truc qui nous anime et qui fait que finalement on a quelque chose à faire quand on est vraiment pas bien. Parce que sinon je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas eu la musique. Et si ça souffle fort parfois sur moi, les vents n'ont pas de prise. Après tous les flèches que tu me lances, c'est toujours le cœur que tu vises. Sors l'Indien de sa réserve, casse les murs, passe au travers et démolis-moi. Pierre après pierre, lève-toi, soulève-toi, qu'importe la peine que ça fera. Tant pis si je plie sous le poids, même si personne ne sait pourquoi. J'ai gardé ce penchant